Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à une analyse des intentions et des messages que Rian Johnson a voulu nous transmettre au travers de son dernier film, Star Wars 8 The Last Jedi. Et oui, bien évidemment, cette vidéo s'adresse uniquement à celles et ceux parmi vous qui ont déjà vu le film, ou alors qui se fichent totalement de se faire spoiler, et si vous cherchez une critique, eh bien j'en ai déjà sorti une sur la chaîne avec et sans spoiler. Et je commence tout de suite avec les intentions du réalisateur par rapport au dernier épisode de la saga, The Force Awakens, mais aussi au reste de Star Wars. Comme j'avais déjà pu l'évoquer un peu dans ma vidéo de critique, on peut dire que The Last Jedi cherche à créer la rupture et même d'une certaine façon à tuer le passé, et oui, le nouveau credo de Kylo Ren dans lequel il cherche d'ailleurs à embarquer Rey. En effet, Ben Solo, devenu Kylo Ren, veut faire table rase du passé, il veut tout détruire, laisser des cendres derrière lui, aussi bien les Jedi que les Sith, aussi bien la Résistance que le Premier Ordre. Or, quand on revient aux motivations de Kylo telles qu'elles sont exposées dans l'Éveil de la Force, cela peut sembler étonnant, puisque le modèle qu'il cherchait à atteindre était justement issu du passé en la personne de Darth Vader, son grand-père. De toute évidence, la principale caractéristique de Kylo Ren est l'ambivalence. Cette tension entre les contraires traverse tout le film d'ailleurs, mais Ben Solo en est l'incarnation la plus forte. En allant un petit peu plus loin, on pourrait aussi tracer un parallèle entre la vision du monde que semble nous présenter Kylo Ren et certains traits saillants du fascisme. Et sachez que cette comparaison est loin d'être farfelue puisqu'on sait que l'Empire, et par effet domino le Premier Ordre, sont fortement inspirés par le régime hitlérien, de l'aveu même de George Lucas. Ils ont notamment en commun l'apologie de la violence, un régime dictatorial, le décorum, le goût du gigantisme, ou encore le culte de la personnalité, le tout enrobé de mysticisme. À ce propos, on peut même se souvenir que dans l'univers étendu, qui ne fait certes plus partie du canon officiel, il existait une doctrine de l'Empire appelée la haute culture humaine. C'est un spécisme humanocentré qui explique notamment pourquoi il y a si peu de non-humains parmi les troupes de l'Empire. Pour revenir à Kylo qui s'inscrit donc dans cette filiation, il faut souligner cette tension entre d'un côté sa fascination pour le passé et la personnalité de Vader, avec en prime la rage alimentée par la chute de ce dernier et de celle de l'Empire, et de l'autre côté cette envie de repartir de zéro, peut-être même de créer une notion d'homme nouveau qu'on retrouve aussi dans le nazisme. Mais revenons plutôt au film lui-même, qui veut donc clairement rompre avec certains liens venus du passé, même si évidemment il n'a absolument rien de fasciste, ce film, loin de là. Son péché mignon, c'est plutôt la moralisation un peu naïve et simpliste, mais j'y reviendrai plus tard. Et ce rejet du passé s'exprime notamment au travers une destruction quasi systématique de toutes les pistes qu'avait pu poser l'éveil de la Force pour la suite de l'histoire. Et pour illustrer ce propos, aucune image n'est meilleure que celle de Rey qui vient tendre le sabre laser avec révérence à Luke Skywalker. Celui-ci le prend, le regarde et le jette par-dessus son épaule. C'est exactement ce que font les derniers Jedi avec tout ce qu'a pu proposer en termes d'intrigue l'éveil de la Force, pour le meilleur et pour le pire. Dans cet état d'esprit, The Last Jedi nous présente donc une version de Luke qui ne veut pas du tout être retrouvée, alors que l'épisode 7, lui, nous montrait justement qu'il existait une carte en deux morceaux, répartie entre l'Or Santeca de l'Église de la Force et R2D2. Alors évidemment, on se demande pourquoi Luke aurait-il laissé une telle carte s'il voulait rester absolument seul dans le premier temple Jedi. Et oui, le problème de tout balancer, c'est que généralement, le bébé part avec l'eau du bain. Autre exemple, après le final de l'épisode 7, l'éveil de la Force, on avait hâte de voir Luke en tant que professeur, mais finalement, il ne donnera jamais de véritable leçon à Rey, si ce n'est rappeler les bases, à savoir que la Force correspond à ce qui relie entre eux les éléments de l'univers, et que le côté obscur, c'est pas bien. Et Luke critique donc les terribles échecs de l'ordre Jedi, mais jamais on ne l'entend vraiment proposer une version alternative de la façon dont il faudrait considérer la Force. Tout au plus, il souligne la vanité des Jedi et le fait que la Force n'aurait jamais dû être exclusivement réservée à un ordre aussi élitiste. C'est d'ailleurs là l'un des grands messages du film, la Force accessible à n'importe qui, sans avoir besoin de s'inscrire dans une lignée, c'est une sorte de grande démocratisation de la Force. Et le film nous propose deux grandes illustrations de ce propos, la première correspondant bien sûr aux parents de Rey, qui, si on croit Kylo Ren, ne sont personne, juste deux paumés qui ont finalement vendu leur fille pour une rallonge de thunes. Et lorsque Rey, dans la grotte obscure, cherche à comprendre d'où elle vient, qui elle est, en seule réponse à cette question existentielle, elle contemple son propre reflet. Alors comment peut-on décrypter, plus précisément, plus profondément, le message que le film cherche alors à nous faire passer ? Eh bien, outre le fait que tout le monde peut être un élu de la Force, sans nécessité de descendre d'une lignée particulière, il s'agit aussi de dire que ce sont nos actes, la façon de construire notre vie, qui comptent et pas d'où on vient et ce qu'ont pu accomplir ou pas nos parents. C'est à Rey qu'il revient de forger son propre destin. La seconde grande illustration de cette démocratisation de la Force dans le film arrive tout à la fin avec le passage du petit garçon d'écurie qui attrape son balai en utilisant la Force
et qui regarde vers les étoiles en projetant tous ses espoirs vers la rébellion et la promesse qu'elle contient de détruire les carcans qui font de lui un esclave. Le très bon côté que peut avoir cette scène, c'est de nous montrer que la résistance est avant tout un idéal, qu'elle se transmet au travers des exploits de ses héros, or les histoires ne meurent jamais. Néanmoins, pour être juste et équilibré, il faut aussi dire qu'il y a un petit côté facile et démagogique dans cette façon de nous expliquer que la force appartient à tout le monde. En effet, je crains qu'en ne creusant pas suffisamment loin, le film se contente de reprendre une des grandes tendances de nos sociétés occidentales des 20 dernières années, on va dire, celle qui consiste à dire que l'individu a un potentiel illimité, que chacun peut devenir une star, et que pour y arriver, il suffit de travailler et de croire en ses rêves. Alors évidemment, il n'y a pas que du mauvais dans ce type de discours, mais c'est typiquement ce qui nous a amené, en étant pris au premier degré, à cette espèce d'obsession pour la starification factice, comme par exemple dans la télé-réalité, ou tout simplement dans la mise en scène de soi-même sur les réseaux sociaux. Mais revenons au film qui a encore une autre façon de nous expliquer que toutes les attentes qu'on avait de l'épisode 7 n'ont finalement aucune espèce d'importance. En effet, si on prête bien l'oreille, ce message on peut aussi l'entendre lors du dialogue qui a lieu entre Luke et Yoda auprès de l'arbre plurimillénaire calciné par le petit fantôme de force de notre bonhomme vert préféré. En effet, lorsqu'ils évoquent le fardeau du maître, le fait qu'ils sont le terreau sur lequel peut croître l'élève pour les dépasser et poursuivre leur œuvre, on peut aussi voir un clin d'œil au rapport entre les épisodes 7 et 8. En effet, on peut voir le film 7, l'éveil de la force, comme un espèce de maître extrêmement classique qui cherche à transmettre des bases solides pour construire la suite, mais surprise, le petit élève 8, épisode 8, n'en fait qu'à sa tête, il met le feu à tout ce qui était prévu et il part tracer sa propre route. Heureusement, même si Yoda foudroie l'arbre, il sait bien que les livres de la sagesse Jedi n'y sont plus car Rey les a emportés, ce que j'avais occulté dans ma critique, et que depuis on m'a fait remarquer environ, j'ai compté 7,4 millions de fois. Et cette petite astuce de Yoda, on peut la voir comme un clin d'œil très méta, puisqu'il s'agirait pour le maître vert de nous expliquer que, alors certes, l'épisode 8 semble faire un peu n'importe quoi, mais pas d'inquiétude, il a emmené avec lui ce qui fait le cœur de la saga classique, donc représenté par les livres. Enfin ça en tout cas c'est ce que le réalisateur semble vouloir nous dire, mais moi personnellement je suis pas super convaincu. Et l'une des intentions les plus fortes de ce film consiste non seulement à jeter aux oubliettes toutes les attentes provenant de l'épisode 7, mais d'aller aussi plus loin et carrément de se moquer de la structure classique qu'on retrouve dans quasiment tous les blockbusters. Et cela s'exprime principalement au travers de l'arc narratif de Finn et Rose, puis celui de Snoke. On peut également trouver dans la trajectoire de Poe Dameron une sorte de critique et de rédemption du héros tête brûlée typique d'Hollywood, mais pour ça je vous renvoie à ma vidéo de critique du film. Concernant Finn et Rose, leur suite de mésaventures guidées par le hasard ne mène nulle part sauf à l'échec le plus total. Et c'est évidemment la façon qu'a le film de se moquer de toutes ces missions impossibles qui réussissent toutes au cinéma quasiment depuis les 50 dernières années. Alors j'admets complètement qu'on puisse trouver génial ce pied de nez que fait le film, mais de mon point de vue personnel, je continue à penser que les scènes du duo Finn et Rose à l'écran sont majoritairement ratées et inutiles, et que du coup, j'ai du mal avec cette décision que semble prendre le film de se saborder lui-même, tout ça pour monter en épingle cette métacritique des clichés ou des tropes, si vous préférez, du film d'action en général. Et puis on a le cas du leader suprême Snoke. Dans l'éveil de la force, on découvrait donc Snoke qui nous était présenté comme un être mystérieux aux pouvoirs immenses, mais sans être un Sith ni un Jedi, alors forcément ce type de personnage intrigue une bonne partie de la planète. Et lorsqu'on le voit en personne enfin dans The Last Jedi, Rian Johnson décide de nous allécher avec une démonstration des immenses pouvoirs en question, mais ce n'est que pour mieux le tuer et même le ridiculiser, sans, évidemment, donner la moindre explication sur ses origines. Mais alors que peut-on comprendre à la véritable intention du film? Eh bien il s'agit de nous montrer que Snoke, comme son nom l'indique presque, n'était qu'un écran de fumée, ses origines n'importent peu. Ce qui est important, c'est qu'il était ce mentor malveillant et machiavélique pour mener au centre de l'histoire le véritable personnage central, à savoir Kylo Ren. Il s'agit aussi, bien sûr, de nous surprendre en cassant le code, celui selon lequel le grand méchant ne peut être vaincu qu'à la toute fin de l'histoire, un code qu'on retrouve dans énormément d'histoires et même d'ailleurs dans la saga originelle Star Wars. Mon avis à ce sujet, c'est que même si l'effet de surprise est carrément réussi, il coûte au film une sorte de puissance tragique, classique, qu'on ne retrouve qu'en respectant certaines étapes bien précises de la quête initiatique du héros, cette histoire que toutes les civilisations racontent sous différentes formes depuis la nuit des temps. On peut même dire que les étapes de cette quête initiatique du héros sont carrément inscrites dans l'inconscient collectif, mais le film décide de briser ce code ultime, tout ça pour montrer à quel point il est ambitieux et en rupture avec le passé.
Forcément, le résultat, c'est l'énorme incertitude qui plane sur l'épisode 9, et la conclusion de cette trilogie, maintenant que l'héroïne, Rey, n'a plus finalement comme ultime étape à franchir qu'à vaincre celui qu'elle a déjà vaincu dans l'épisode 7. Et oui, j'utilise le mot vaincre, mais c'est un terme général qui peut aussi bien s'appliquer à une victoire par le combat classique, ou par le fait de réussir in extremis à ramener Kylo Ren vers la lumière. D'ailleurs, cette question de balancier entre lumière et obscurité nous amène à une autre grande intention du film, à savoir introduire les notions de gris et d'ambivalence dans l'univers pourtant à la base très manichéen de Star Wars. De base, Star Wars est un monde moralement simple, il y a des gentils et des méchants. Les personnages prétendument ambivalents, comme Han Solo au début ou Lando Calrissian ensuite, finissent toujours par se révéler comme des héros. La seule exception est la plus centrale de toutes, et il s'agit évidemment d'Anakin Skywalker, un héros devenu terrible méchant, mais qui trouve la rédemption au dernier moment au prix de sa vie. Du coup, on peut se demander qu'est-ce que The Last Jedi essaie vraiment de nous dire de nouveau à ce sujet. Eh bien tout simplement, trop simplement même j'ai envie de dire, que l'ambivalence est partout, que personne n'est entièrement blanc ou noir, et oui c'est une grosse évidence et le film se donne beaucoup de mal pour enfoncer une porte ouverte. Vous l'aurez compris, de mon point de vue en tout cas, c'est un des messages les plus ratés et les plus naïfs du film, et en plus il est relativement dommageable à l'histoire. L'exemple le plus flagrant pour moi est Luke Skywalker, qu'il soit tourmenté par son échec avec Kylo soit, mais qu'on essaie de faire passer Luke pour quelqu'un capable d'assassiner son neveu dans son sommeil, non, le message se fait alors au détriment du respect de l'essence même du personnage. Un autre exemple de ce message nous vient sur Canto Bight, la planète casino, avec le personnage sans nom de Benicio del Toro, sans nom même si sur le tournage il était surnommé DJ, puisque ce sont les initiales de Don't Join, puisque le personnage refuse de choisir entre la résistance et le premier ordre. Comme je l'évoquais dans ma critique du film, on a donc le hacker qui montre à Finn, lorsqu'ils sont à bord de l'appareil d'un marchand d'armes, que ce dernier vend des vaisseaux de guerre aussi bien au premier ordre qu'à la résistance, mais franchement, il n'y a rien qui m'agace plus qu'un message faussement profond comme celui-ci. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que la pseudo-démonstration de DJ n'a aucun impact, aucune profondeur. Elle ne révèle rien de trouble sur la résistance, contrairement à ce que Rogue One avait si bien réussi à faire en montrant le sale boulot que devaient accomplir ses forces de renseignement. Et oui, moi la seule chose que je retiens de tout ça, c'est que ces marchands d'armes sont effectivement de gros enfoirés, et que la résistance n'a pas d'autre choix que de s'adresser à eux pour récupérer des armes afin de résister aux nazis de la galaxie. Point. D'ailleurs, je trouve que le point de vue que je viens de vous exposer est bien illustré par le dénouement de la mission foireuse de Finn et Rose lorsqu'ils se font choper par le premier ordre et que DJ décide pour sauver sa peau de vendre l'information sur les navettes d'évacuation. Finalement, DJ n'est pas neutre, c'est juste un salopard de collabo qui est prêt à mettre en danger la vie de centaines de personnes pour son propre intérêt. Et franchement, savoir qu'il y a des gens capables de faire ça, pas besoin d'un message de ouf pour qu'on le comprenne, on le sait depuis longtemps. Et le pire, c'est sans doute que le film vient ajouter à tout ça une sorte de dénonciation très naïve et maladroite de la maltraitance animale et de l'esclavagisme. Alors évidemment, ce sont des causes très nobles, mais la façon dont c'est présenté, c'est tellement subtil que ça aurait très bien pu faire partie d'un discours de candidate à Miss Univers. En conclusion, et après cette réflexion, il faut bien avouer que The Last Jedi est un film riche d'intentions, de messages. Certains sont subtils, plus ou moins pertinents, et d'autres sont carrément naïfs. Pour moi, le plus grand point d'interrogation qui demeure suite à ce film, c'est la façon dont il sera possible de proposer de véritables enjeux pour une conclusion de cette nouvelle trilogie à partir du champ de ruines que Rian Johnson a laissé derrière lui. Mais bon, avec de bons scénaristes, rien n'est impossible. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, à laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et je vous donne rendez-vous à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!